Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La privatisation de Benin Telecom SA est irréversible. Le ministre de la Communication l'a réitéré ce vendredi au personnel de la dite entreprise au cours d'une assemblée générale à Cotonou. Bonne nouvelle pour les cotonculteurs, le gouvernement vient de réceptionner au port de Cotonou des intrants agricoles. L'opération a été supervisée par les ministres de l'Agriculture et des infrastructures portuaires. Et puis Janvier Rougnon plaide pour la moralisation des élections au Bénin. Notre compatriote vient de commettre un ouvrage sur la problématique, un essai présenté cette semaine au public. Merci de votre attention. Le gouvernement vient de réceptionner au port de Cotonou des intrants agricoles. Une bonne nouvelle en somme pour les cotonculteurs. L'opération a été supervisée par plusieurs membres du gouvernement. Reportage Jean-Claude James. L'heure n'est pas de tout repos pour ces travailleurs de la plateforme portuaire. Ils sont occupés à l'emballage des intrants agricoles, mais aussi au chargement des 250 camions retenus pour le convoyage du produit vers les zones productrices du coton. Au total, 11 000 tonnes d'engrais NPK SB au profit de la Sonapra ont été réceptionnées ce vendredi. À ces 11 000 tonnes s'ajoute le stock résiduel déjà mis en place au niveau des magasins, des groupements villageois de producteurs de coton. Cela porte à 108% le taux de couverture des besoins en engrais NPK par rapport au semis à la date du 3 août dernier. Le gouvernement du Dr Boni Yahi entend jouer sa partition en vue d'assurer une réussite à la campagne cotonnière 2015-2016 en cours, à travers la mise à disposition d'intrants agricoles de qualité et en quantité suffisante. Il y aura une équipe de militaires qui va convoyer les camions dans les différentes zones. Et sur le terrain, il y a déjà des équipes pour la mise en place de ces intrants-là et pour qu'on puisse faire la traçabilité. Mais ici, dans le bureau où nous sommes, on délivre un certain nombre de bordereaux pour les camions qui chargent. Il y a les bordereaux de réception, de livraison et puis les lettres de voiture. Et c'est ces lettres de voiture-là qui permettront, tous ces documents-là, qui permettront de faire la traçabilité par rapport aux différents produits. Parce que nous, c'est l'État qui nous a confié une mission. Il faut qu'on s'assure que la mission est bien accomplie. Le gouvernement, en jouant sa partition, invite les producteurs à honorer leur part du contrat, d'où cet appel. On a vu que dans les zones nord, où les pluies se sont déjà installées, les gens ont dépassé même les prévisions d'emblavure. En l'occurrence, dans les communes de Banikwara, où les gens, par rapport à 71 000 hectares qui étaient prévus, ils sont déjà à près de 85 000. Et peut-être quand on va faire le tracking, on va voir qu'on est à près de 90 000 hectares. Et c'est la même chose pour Kandi, les fortes zones de production. Et donc nous encourageons les producteurs à suivre l'itinéraire technique. On veut qu'ils puissent appliquer la dose conseillée par la recherche, appliquer la dose conseillée par les agents d'encadrement, que les gens ne distraient pas une partie de l'engrais qui est destiné au coton pour mettre sur le maïs. Les autres types d'intrants sont attendus dans les prochains jours. Et puis on reste au port avec cette première descente sur cette enceinte du ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires. Patrick Guériman est allé s'imprégner de l'avancée des réformes sur place au sein de l'espace portuaire. Occasion également pour lui de s'enquérir des difficultés que rencontrent bien évidemment les acteurs portuaires. Samuel Adimi pour le reportage. Au pas de charge, Patrick Guériman parcourt les installations portuaires. Le ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires vient constater de visu la mise en œuvre des réformes entreprises au sein des structures sous sa tutelle. Première étape de ce périple au sein de l'espace portuaire, le garage central de la Sobemap. État des lieux, des engins de manutention tombés en désuétude et qui n'ont pu être réparés du fait d'un dysfonctionnement lié à la procédure de passation de marché public.
Nous ne disons pas que nous allons faire tout en gré à gré, mais nous demandons au gouvernement qui l'a déjà fait et qui le fait déjà si bien, de nous apporter donc son soutien pour que les engins que nous avons au niveau donc du garage soient des engins qu'on va réparer très prochainement. Sans ces engins, la SOBEMAP ne pourra pas être performant. Nous avons d'autres engins qui arrivent, c'est vrai, mais si ceux qui sont là viennent donc en appui à ces engins qui arrivent, je crois que la SOBEMAP donc sera une entreprise très performante sur la plateforme portuaire. La capitainerie et d'autres grosses infrastructures de la plateforme portuaire sont toutes passées en revue par le ministre. Constat, de grandes réformes entreprises certes, mais des difficultés subsistent. Et au banc des accusés, toujours la procédure de passation de marché public. Le gouvernement est interpellé. Dans le domaine portuaire, tout le gouvernement devrait se mobiliser pour que la question des passations de marché soit revue de façon spécifique. Car un remorqueur, ça ne court pas le chemin. Un engin de manutention, ce n'est pas n'importe où qu'on le trouve. Ce n'est pas une question d'aller acheter un bic ou un cahier ou encore une automobile. C'est une question de concurrence maintenant très dure dans la sous-région. Car, voyez-vous, quand vous mettez la SOBEMAP à côté d'un autre manutentionnaire qui est privé, écoutez, tout de suite, le privé, dès qu'il y a une panne dans les 24 heures qui suivent, il a déjà la pièce de rechange, alors que la SOBEMAP doit attendre 6 mois. Ce délai d'attente, le ministre promet de l'écourter. Bientôt, une bouée de sauvetage pour la SOBEMAP. Le gouvernement également a à cœur d'accompagner la SOBEMAP. Et je crois que d'ici à là, ce sera chose faite. Les efforts de la SOBEMAP seront accompagnés par le gouvernement à travers l'achat des engins de manutention pour rendre la SOBEMAP plus compétitive dans un monde portuaire marqué bien sûr par la concurrence. Leçon d'une première visite, Patrick Yerima entrevoit pour la plateforme portuaire d'heureuses perspectives. De grandes réformes engagées qui toutes convergent vers un défi, rendre plus compétitif le port de Cotonou. Le ministre en charge de l'Environnement était vendredi dernier à la Société des ciments du Bénin. Théophile Ouourou est allé constater les efforts de la société en termes de respect des normes environnementales. On retrouve Samuel Adimi, Bertrand à l'Oignon. Elle s'est voulue une visite de courtoisie, mais au-delà des échanges conviviaux, une préoccupation fondamentale. Les plaintes des populations relatives à un fort taux de poussière qu'elles inhalent du fait de l'installation en pleine agglomération de la Société des ciments du Bénin. En réalité, c'est le développement de la ville qui a rattrapé l'usine. On n'a pas su à un moment donné anticiper sur ces questions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ensemble, nous devons aller dans le sens des initiatives qui ont été déjà lancées depuis plusieurs années. À terme, je crois que le choix qui avait été fait, c'était la délocalisation de cette usine. Je voudrais que nous reprenions ensemble ce dossier et qu'on voit quelle va être la partition de chacun des acteurs, l'État, vous-même, et s'il y a d'autres acteurs qu'on voit. C'est donc fort de cette urgence que la visite du ministre de l'Environnement trouve toute sa pertinence. Visite guidée donc au cœur d'une société qui, depuis 7 ans, fait des efforts pour tenter de rester en cohérence avec les normes environnementales. Il y a un cabinet d'expertise qui se charge de faire des prélèvements hebdomadaires sur près de 18 points à l'entrée et à l'extérieur de la société. Et les taux de poussière sont de 0,5 mg par mètre cube. Et la norme nous limite à 50 mg par mètre cube. Et ces mêmes cabinets, à titre d'essai, font des prélèvements même dans des feux tricolores de Cotonou. Et les taux qu'ils ont là-bas sont 10 fois supérieurs aux taux à la SCB. Donc c'est pour vous dire que nous sommes conscients du fait que la population nous a rattrapés, certes, mais nous ne pouvons pas rester là et dire, bon, ça y est, il faut polluer, il faut faire ici. Il faut plutôt, tel que le ministre l'a fait, suivre les sociétés pour qu'ils respectent les normes environnementales.
Du respect des règles environnementales par la SCB, l'autorité s'en est convaincue. J'ai vu qu'effectivement des efforts ont été faits. Ces efforts sont à améliorer et je leur ai dit qu'ils doivent aussi communiquer. L'autre chose qu'il a dite et qui me paraît importante, c'est le respect des normes, c'est le respect des règles, c'est le respect des lois de la République. La SCB s'est inscrite dans cette logique. Nous avons à l'accompagner. Un accompagnement soit, mais une question demeure. Est-ce qu'il faut procéder à la délocalisation de toutes les usines? Bon, si c'est une solution, on verra bien. Eh bien là réside une autre paire de manches. L'Agence foncière de l'habitat a célébré un double événement ce jeudi. Elle a reçu pour la première fois son nouveau ministre de tutelle et procédé à la remise des clés aux acquéreurs de logements économiques construits à Ouedo. Un rêve devenu une réalité pour ces nouveaux propriétaires de maisons. Lucas Dango, Zato, Patrick Benou étaient de cette délégation et voici le reportage. Je te remets officiellement la clé de ton appartement. Il vient d'être propriétaire d'une villa à Ouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, sur le site des logements économiques. Ils sont une cinquantaine à avoir reçu les clés de leurs appartements après un tirage au sort sous l'œil vigilant d'un huissier. Ces réalisations entrent dans l'objectif du programme de construction de 10 000 logements économiques au Bénin. Nous sommes entrés dans la phase de concrétisation de ce programme qui permettra à terme à chaque Béninois de disposer d'un toit. C'est pour permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas pu accéder au logement dans le premier processus qui consistait à aller prendre un crédit au niveau des banques ou à procéder au paiement direct, de pouvoir eux-mêmes planifier leur mode de paiement en se fondant sur leur capacité d'endettement. Ils ont rempli les conditions dans la transparence avec un huissier, un notaire, un appui conseil, des maisons d'assurance, des banques. Et sur le site, ils découvrent leurs nouveaux joyaux. Visite des locaux, visite des sites encore en chantier et au ministre de faire le bilan du programme. C'est le lieu de faire le bilan des réalisations du programme qui, à ce jour, a permis d'installer 150 ménages à Zopa par la procédure de vente directe, et ceci depuis 2011. D'installer sur les sites de Parakou, à Vrankou, à Diara et Lokosa, 25 acquéreurs. D'installer déjà 100 ménages à Ouedo, auxquels s'ajoutent les 50 de ce jour, soit au total 150 depuis l'autorisation de la mise en location-vente de ces logements. D'enregistrer des demandes dans le cadre de la location-vente. À ce jour, 150 nouveaux dossiers sont en cours de traitement. C'est en fait ce même jour que le ministre a pris contact pour la première fois avec l'Agence foncière de l'habitat depuis sa prise de fonction. Il découvre avec satisfaction le travail et les avancées dans ce programme gouvernemental de construction de 10 000 logements économiques au Bénin. Les responsables de la société ATCBECO, Industrie de Bois, ont donné à l'ADA leur part de vérité sur la mésentente qui existe entre elle et l'Office national du bois. C'est à la faveur d'une conférence de presse. On écoute à présent le porte-parole du personnel et le représentant de la mairie d'Alada au micro de Clotaire avec nous. Aujourd'hui, si nous sommes bien en difficulté, c'est pour des raisons fictives, des raisons qui n'ont pas le sens dans la présente situation. Parce qu'en matière d'équipement de travail, nous en avons beaucoup. Et en dehors de ça, notre société ATC Industrie de Bois n'exporte pas la matière première, mais au contraire, nous les transformons sur champ avec un effectif important. Vous imaginez que présentement, au niveau de notre pays, nous sommes en situation de chômage. Or, ceux qui
travaillent au sein d'ATC ne sont pas en chômage. Mais si les sociétés qui sont là pour nous aider à trouver d'emploi, on ne veut pas leur fournir de matières premières, nous qui travaillons au sein d'ATC Beko, industrie de bois, si on se retrouvait ailleurs, en chômage à la maison, avec quoi nous allons nourrir notre petite famille? Là, ça veut dire que le volet social pose problème. Et qui parle de social parle également du volet économique. Parce que quelqu'un qui n'a pas de l'argent ne peut pas vivre décemment. Mais il faut dans un premier temps trouver d'abord un emploi avant de se poser la question, à savoir maintenant comment je vais utiliser ce que je gagne comme salaire. Mais si aujourd'hui on se permet le luxe de permettre à ceux qui exportent du bois sans respecter les normes du jeu, mais ça veut dire qu'on est en train de privilégier ces exportateurs du bois au détriment de ceux qui fassent leurs produits finis et qui donnent des emplois aux jeunes béninois que nous sommes. Le matraquage médiatique perpétré contre cette entreprise, si cela ne repose pas sur des motifs sérieux, constitue une attaque contre la commune d'Alada. Et je voudrais inviter les uns et les autres à la retenue, parce que cette entreprise qui est installée chez nous est quand même un apport à la résolution d'un certain nombre de problèmes que traverse la commune et par ricochet et la République du Bénin. La diaspora béninoise en Suisse s'implique dans la résolution des conflits sociaux professionnels. Elle vient d'initier un forum Bénin-Suisse avec pour thème quel mécanisme de gestion des conflits professionnels pour quelle paix sociale au Bénin. Ibrahim Lawani, Léonce Balogun. Consciente des impacts négatifs des conflits sociaux sur le développement, la communauté des Béninois de Suisse opte pour la voie de la prévention. Le présent forum a donc la particularité d'attirer l'attention des acteurs béninois sur les mécanismes de gestion anticipée des conflits professionnels, des conflits dont les causes tiennent en ces points. La mauvaise gestion à court, moyen et long terme des ressources humaines de la fonction publique, insuffisance du partage des informations entre le gouvernement et les syndicats sur les contraintes budgétaires. Insuffisance de collaboration entre les acteurs du dialogue social pour élaborer ensemble le diagnostic et rechercher ensemble les solutions durables. Le thème retenu pour ce forum vient à point nommé dans un environnement où, pendant plusieurs années, les conflits se sont multipliés et ont entraîné de vives tensions entre les partenaires sociaux et le pouvoir public, entraînant ainsi des dysfonctionnements dans la plupart des milieux professionnels de notre pays. Des dysfonctionnements qui auraient pu être évités si le gouvernement faisait preuve de bonne volonté, à en croire les partenaires sociaux. Les grèves cycliques que vous voyez qui bloquent les activités dans notre pays, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous les animaux. Mais il y a de la part du gouvernement un manque réel de volonté de régler les problèmes. Il y a une volonté ferme du gouvernement de résoudre et parfois d'anticiper sur les crises, de résoudre les problèmes sociaux et de les résoudre avec les confédérations syndicales. Ce que nous devons, c'est avoir des conflits qui aient des formes qui permettent aux travailleurs d'exprimer leurs droits, aux employeurs d'exprimer leurs intérêts, mais surtout aux citoyens de ne pas en souffrir et de ne pas être pris en otage. Il faut des règles. Les recommandations issues de ce forum, appuyées par la coopération suisse au Bénin, devront donc ouvrir la voie d'une gestion anticipée des conflits professionnels. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL abrégée, poursuit son rôle de protection des données à caractère personnel. Alors, elle vient d'organiser les deuxièmes journées nationales de l'informatique et des libertés. C'est à travers la thématique protection de la vie privée, enjeux et défis. La CNIL appelle à une science des menaces qui peuvent survenir dans la vie privée des citoyens avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Jean-Claude James. La liberté
et de l'informatique. Les données à caractère personnel exigent une veille stratégique afin d'éviter que l'informatique ne puisse porter atteinte à l'homme. C'est ce rôle de veille permanente qui explique la tenue de cette deuxième journée nationale de l'informatique et des libertés. Préservation de l'identité humaine, protection de la vie privée, des droits de l'homme, des libertés individuelles et collectives. En effet, il n'est un secret pour personne que ces valeurs se trouvent aujourd'hui de plus en plus menacées par l'usage effréné et la manipulation incontrôlée des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers leurs différentes applications, notamment l'Internet, en dépit de leur caractère incontournable dans le développement de notre société moderne. Protection de la vie privée, enjeux et défis. Le thème de cette rencontre de 2 jours a été abordé à travers plusieurs communications. Entre autres, celle de l'experte en informatique et liberté Marie-Georges, appuyée de Marguerite Ouedraogo Bonannée, qui a partagé avec les participants l'expérience du Burkina Faso en matière de protection de la vie privée. Cette deuxième édition des Journées nationales de l'informatique et des libertés, initiée par votre commission, trouve toute sa pertinence dans la nécessité de poursuivre les actions d'information et de sensibilisation visant à faire prendre véritablement conscience à nos concitoyens de l'obligation de protéger d'abord eux-mêmes, leur vie privée, en adoptant à tout instant des comportements responsables dans l'usage des multiples applications que leur offrent les technologies de l'information et de la communication. Au nombre des recommandations qui ont sanctionné les travaux, il est rappelé aux utilisateurs de se méfier des réseaux Wi-Fi accessibles gratuitement à tous et de ne pas divulguer trop d'informations à caractère personnel sur Internet. La salle de conférence du Champ d'Oiseaux à Cotonou était trop exiguë pour contenir la foule venue assister au lancement officiel d'un ouvrage écrit par de nos compatriotes, Janvier Rougnon. Il s'agit donc pour lui de plaider pour la moralisation des élections dans un pays démocratique comme le nôtre. L'ouvrage a été parrainé par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. C'est du moins ce que nous rapportent Wenceslas Aouimon et Patrick Diosso. Un titre, le Bénin démocratique. Un sous-titre, 4 raisons qui justifient l'urgence d'une moralisation des élections. Voici un livre qui livre la bataille contre la corruption en période électorale. Comme catalyseur de taille aux couleurs républicaines, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, un propulseur pour cette œuvre. La corruption en période électorale représente une véritable plaie dont la démocratie béninoise doit être guérie, car les dirigeants mal élus perpétueront à coup sûr les pratiques de la corruption une fois au pouvoir. Un présentateur pour ce quatuor de raisons moralisatrices. La première raison qui justifie l'urgence d'une moralisation des élections au Bénin est qu'il s'observe de plus en plus un phénomène de corruption accélérée et généralisée des affaires publiques et même des mœurs, et sous la poussée des élections réalisées sur fond de scrutin largement marchandés et monnayés. La deuxième raison est qu'il est définitivement établi qu'un pouvoir né de la corruption ne peut survivre, se maintenir et prospérer que par la corruption. Un auteur, administrateur civil de son État, Janvier Couchoro Rougnon à l'État civil, membre actif de la société civile, qui a près d'un quadruplé de motifs l'ayant poussé à écrire. La première raison est que je demeure de plus en plus préoccupé par cette grave tournure que continuent de prendre nos élections depuis l'avènement du renouveau démocratique. Le deuxième motif à l'origine de la publication de cet ouvrage est que je reste fort convaincu que tant que cette corruption électorale va continuer d'avoir ainsi raison des candidats les plus vertueux et les plus valeureux de la République, le Bénin n'aura aucune chance d'émerger. Un admirateur parmi tant d'autres. Moi aussi je suis Charlie. On doit dire à partir d'ici, je suis Janvier, je suis Rougnon, parce qu'en réalité, c'est un homme qui n'a pas seulement écrit. Il est l'expression vivante d'une lutte acharnée contre la corruption. Il faut
Une admiratrice au milieu de toutes et de tous. L'ouvrage vient nous interpeller autant que nous sommes. Multiples faiseurs d'opinion sont venus couvrir de leur soutien ce lancement. Voilà un ouvrage à ouvrir en tout temps, de janvier à décembre, pour découvrir Janvier Rougnon, vecteur, facteur et acteur du combat anticorrupteur, anticorrompu, anticorruptible. La privatisation de Bénin Télécom SA est la solution pour sauver l'entreprise de téléphonie du service public. Étienne Kossi l'a réitéré aux travailleurs de la société. C'était au cours d'une assemblée générale qu'il a tenue hier avec ceux-ci. C'était à la salle de conférence de la dite entreprise à Ganry. Compte rendu Alain de Sureau. Il s'agissait pour le ministre de la Communication d'aller à la rencontre des travailleurs de Bénin Télécom SA en vue de susciter leur engagement dans la conduite des réformes en cours au sein de l'entreprise. Étienne Kossi, qui n'est pas un inconnu dans la maison où il a passé une partie de sa carrière, a pris le pouls de l'approche des travailleurs de Bénin Télécom SA face au projet de privatisation de l'entreprise. C'est au directeur général de la société, Djalil Assouman, de présenter le visage actuel de Bénin Télécom SA qui, selon lui, est confrontée à une concurrence féroce face à laquelle elle ne s'y est pas préparée. C'est l'occasion de vous rassurer, Monsieur le ministre, de l'adhésion de tout le personnel à ce processus de réforme auquel il a été associé de bout en bout. À l'étape actuelle de l'évolution, nous sollicitons votre implication personnelle pour que les diligences restantes, surtout celles liées au personnel et autres, soit une réalité dans les meilleurs délais et bien sûr dans les meilleures conditions pour le mieux-être du personnel et la satisfaction de notre clientèle. Le représentant du personnel au sein du comité de direction a quant à lui énuméré les différents points des revendications des travailleurs ainsi que leurs préoccupations sur lesquelles ils souhaitent recevoir des éclairages. Il s'agit des diligences relatives aux modalités et conditionnalités du transfert du personnel à BTS SA. De la signature d'un protocole d'accord incluant toutes les parties prenantes, à savoir CABTI SA, BTS SA, Direction générale du travail et partenaires sociaux. Le Citra BT propose, lui, des alternatives pour relancer la société. Il peut y avoir des partenariats publics-privés, le privé va financer les investissements et on s'entend sur comment ça va être fait. Et là, il regarde la gestion de Bénin. On est d'accord. Nous proposons au gouvernement de nommer, après élection, à la tête de Bénin Télécom, un cadre qui ait 15 ans d'expérience dans la gestion de l'administration publique et bien sûr en tenant compte de l'objectif du programme du gouvernement. L'ouverture du secteur est un passage obligé si nous voulons redonner vie à l'entreprise, a martelé Étienne Kossi. Le partenariat public-privé est un choix politique auquel nous devons tous apporter notre adhésion pour sauver le navire, a lancé le ministre de la Communication. Nous ne pouvons pas être dans une entreprise qui se refuse de moderniser. Donc c'est pourquoi, et vous et moi, nous allons nous coller à Djalil qui est venu et que nous avons trouvé. Et il faut qu'on aille là où on doit aller. Dans l'ensemble, si je résume, je pense que vous êtes d'accord pour que l'on puisse avoir un partenariat public-privé, que l'on puisse quand même intéresser les privés à l'entreprise. Je crois que c'est une bonne base sur laquelle nous pouvons vraiment négocier. La séance a pris fin par la visite de certains services de l'entreprise par le ministre Étienne Kossi, qui part convaincu de ce que Bénin Télécom SA doit opérer de profonds changements pour remettre le navire à flot. La Fondation Grâce d'Almeida, créée en mai 2012, vient d'octroyer les bourses d'études conformément à sa vision de promotion de l'éducation et de l'excellence des femmes. La Fondation a remis à 2 étudiants en droit à l'Université d'Abomey-Calavi leur chèque pour la poursuite de leur recherche en doctorat. La cérémonie a mobilisé au Champ d'Oiseaux de Cotonou parents et amis de Feu Grâce d'Almeida. Reportage de Jean-Claude James. Kaloudia Yewadan Togbe et Karamatou Sani sont les 2 bénéficiaires de cette première édition de la bourse Grâce d'Almeida. Chaque étudiante recevra 900 000 francs CFA pour poursuivre ses recherches doctorales. Grâce d'Almeida a mené de nombreuses batailles. Elle s'est battue pour les femmes, pour leur bien-être économique et social, pour leur égalité et leurs droits.
et aussi pour leur accès à l'éducation à travers le monde, à travers l'Afrique et plus particulièrement au Bénin. Donc le réel devoir pour nous, c'est de s'assurer que son combat continue et soit mené jusqu'au bout. Nous devons nous assurer d'investir dans l'éducation de la femme, car nous savons, et il y a des preuves incontournables, que la réussite des femmes dans la société a un impact qui est profond et durable. Il me plaît donc de voir que l'une des œuvres que Grace d'Almeida a commencé en ayant à cœur l'éducation pour tous, mais surtout l'éducation des filles, souvent laissées pour compte dans nos pays, ce travail se trouve être poursuivi. Pour les cofondateurs, it is a dream come true. Créer une fondation en son nom et pouvoir y promouvoir l'éducation des filles, ici de jeunes femmes brillantes, est un rêve enfin réalisé. Les membres du jury de sélection des étudiantes, le professeur Dandy Nyamou et madame le juge Clotilde Médégan-Noubodé, ont insisté sur l'obligation d'exemplarité des bénéficiaires. Je demande humblement aux parents de laisser les filles aller à l'école. Au-delà du CEP, au-delà du BEPC, au-delà du bac et bien au-delà. Nous avons des exemples, ce n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Et je promets de militer à ma façon, de toutes les manières que je peux, de toutes mes forces, pour perpétuer l'œuvre de Grace d'Almeida. Je prends le ferme engagement devant vous d'être digne d'elle en travaillant d'arrache-pied pour soutenir brillamment ma thèse et me consacrer ensuite à la promotion des droits de l'homme, en particulier à la défense du sort des femmes. Il faut rappeler que Grace d'Almeida a été l'unique femme du présidium de la conférence nationale de février 90. Avant de nous séparer, un communiqué de l'Assemblée nationale, le président du Parlement invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le lundi 10 août 2015 à 10h au Palais des Gouverneurs à Porte-de-Vaux. L'ordre du jour de la séance poursuit les points ci-après. 1. Poursuite de la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant siéger au COS-LEPI. 2. Poursuite de la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant siéger à la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL. 3. Poursuite de la désignation des députés devant siéger à la Commission béninoise des droits de l'homme. 4. Deuxième lecture de la loi numéro 2015-18 portant statut général de la fonction publique. 5. Deuxième lecture de la loi numéro 2015-19 portant loi modificative du Code des pensions civiles et militaires de retraite. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Amandine Aniaboso pour le JT Soir. Merci et à demain.